Bonsoir. Bienvenue au Méliès pour ceux qui viennent d'arriver. On est vraiment contents, ça marche vraiment bien ce festival. Je vous demande maintenant d'accueillir l'équipe du film. On va commencer par la co-scénariste Kauter Adimi. Le monteur Kelly Katala. Les acteurs montreuillois Mimi Feda-Kateb et Samir Ghesmi. Et le réalisateur Rachid Bouchareb. Et dans le même mouvement, on applaudit Constance de la société de distribution Le Pacte. Voilà. Constance, c'est la caractéristique de Clémence, qu'on peut applaudir pour son vrai prénom. Je sais pas d'où est sorti. Bravo aussi à Constance d'ailleurs. Ouais, tu vois. Merci d'être là, à tous les 5. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir pour ce film-là en particulier. Peut-être un petit mot de Rachid en ouverture, et puis après on se retrouvera tous pour le débat post-projection. Oui, bonjour et merci d'être venu un jeudi soir. La rentrée scolaire, on m'a dit là. Ça. Bon, ça fait plaisir, et puis on m'a dit que c'était complet, c'est formidable quand on démarre un film en distribution. Voilà, je vais le dire aux distributeurs. Par exemple, à Clémence, par exemple. Voilà, pardon. À Clémence, par exemple, oui, Ah le distributeur, voilà. oui. Donc Clémence, on va pouvoir revenir chez vous donc et rester au moins un bon trimestre. Voilà, donc merci d'être là. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens du cinéma qui habitent à Montreuil. C'est une ville qui a été... Plus près du micro, Rachid, pardon. Ouais, c'est une ville qui s'est transformée pas mal avec les gens du cinéma. Hein. Il y a 25 ans. Je sais, voilà, c'est un peu ce que je retiens parce que je venais manger chez des copains ici à Montreuil, mais c'est vrai, qui faisaient du son et aussi du montage. Voilà. Donc j'ai dit mon truc sur Montreuil. Ça c'est fait. Voilà, merci On peut cocher. de m'avoir accueilli ce soir. Et là, Samir, je suis désolé, mais il a fait la transition, Montreuil, tout ça, vous êtes obligé de prendre la parole avant le film. Qu'est-ce que je peux dire avant? Déjà, mets-toi dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Ben voilà. Voilà, la lumière. C'est vrai que ça fait plaisir. Cette salle. Non, mais si vous voyez avant même que je dise un mot. Non, je suis très heureux de cette salle remplie. J'espère que vous allez pouvoir contaminer et puis faire. Parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Hein, donc. C'est bien, non mais j'aimerais prendre une photo et puis tu vois distribuer qu'en fait le cinéma ça continue en fait. Oui. Et non mais c'est super, moi je suis ravi. Rachid m'a proposé le rôle parce que j'habite Montreuil, c'est ça. C'était la condition. Voilà, bonne projection. Désolé, Reda. Non, je t'en prie, Stéphane. Moi aussi, je suis hyper heureux de présenter ce film-là ici, avec vous, pour les voisins montreuillois, montreuilloises et les autres qui ont fait le trajet pour venir ici. Et je suis très heureux, Rachid, voilà, merci de nous avoir embarqués avec toi dans ce film. À chacun de tes films, très souvent en tout cas, tu refais pencher un peu dans un sens la balance de l'histoire et tu rends honneur à des oubliés, à des personnes... voilà, qu'on pourrait finalement laisser derrière, et le cinéma est là aussi pour ça, pour rappeler des histoires, et c'est vraiment, je suis très heureux d'être avec toi et avec vous dans cette page-là de ton parcours, de ce que tu dessines avec tes films. Et très heureux aussi d'être sur scène avec une scénariste et un monteur, c'est pas tous les jours, donc ça fait très plaisir. Est-ce que le Kauter, la scénariste, veut dire un petit mot avant? Reda. Je suis désolé, il a refilé le ballon. Ouais. Je pensais pouvoir y échapper. Bonsoir tout le monde, je n'avais pas prévu d'être sur scène, donc j'ai rentré ma chemise en arrivant, pardon pour ce petit moment. Non mais blague à part, bonsoir tout le monde. Moi je suis toujours très émue de venir à une projection de Nos Frangins. Ça a été un long travail, on en parlera peut-être tout à l'heure, en tout cas Rachid en parlera peut-être tout à l'heure. Merci Rachid de m'avoir associé à ce projet. Il y a déjà 2 ans, 3 ans, quand on s'est rencontrés. C'est un film qui, je pense, est important dans l'œuvre complète de Rachid, mais aussi, je pense, important en termes de date dans le cinéma français. J'espère que vous passerez un bon moment, j'espère que vous apprécierez ce film. Et puis, moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé
se retrouve après la projection, mais d'abord, bien sûr, le mot de la fin au monteur. Qu'est-ce qu'ils sont trop, cette équipe? On se parle après. Bonne projection. Merci à tous les 5 et à tout à l'heure pour la rencontre. Reza Kateb, Samir Gesri, Kaufer, Akili, Rachid Boucharel et Guéry Catala. On va peut-être commencer par Kauter et Rachid pour savoir un tout petit peu d'où vient le projet de ce film et du coup quelle était la nécessité de faire ce film maintenant. Il y a cette espèce d'étrange résonance avec le fait qu'une série récente est revenue là aussi sur l'affaire, qui tournait juste avant la vôtre. Et donc, voilà, est-ce que c'est un projet porté depuis longtemps et comment s'est opérée la rencontre entre vous sur ce projet? Rachid. Ouais, bon, ça fait longtemps que je voulais passer à ce 3e volet parce qu'il y a eu Indigène, il y a eu Hors-la-Loi et il y avait un film à faire après ces 2 parties qui étaient ce sujet. Donc tout ça a été déjà plus ou moins établi dans ma tête, cet itinéraire, même si je faisais des films entre. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Et puis moi, je vivais dans la banlieue là-bas, j'ai vécu longtemps à Bobigny, c'est pas loin d'ici. Alors, ça, c'est pas loin d'ici, Bobigny. Par contre, le micro est de plus en plus loin de D'accord. Donc j'étais Bobigny, la Courneuve, Paris n'est pas loin, Malik Ousekine, Abdel Ben Yahya, tout ça. Bon, ça fait partie de l'environnement dans lequel j'ai vécu, dans lequel on a tous été marqués. En tout cas, je parle de la communauté algérienne qui habitait à Bobigny, voilà. Et Kauter, donc Kauter, je l'ai appelé il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 4 ans. Avant le Covid. Bon, moi je l'ai appris avant le Covid. Et j'ai dit voilà, Kauter, on ne se connaissait pas. Hein. Et je lui ai dit voilà, bon, j'aime bien. Alors, attends, quand on dit on ne connaissait pas, j'ai envie de savoir pourquoi tu l'as appelée elle plutôt que d'autres. Raconte-nous. Non, mais j'ai pas de démarche vraiment de réflexion. J'avais travaillé avec beaucoup de scénaristes avec qui je travaille, avec qui je travaille plus, mais j'avais des collaborations assez longues. Et puis je voulais un peu changer. J'avais déjà travaillé avec des femmes scénaristes, bien sûr, mais je sais pas, je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui finalement était né en 86. Ben voilà. Donc, elle est née en 1986 et c'était intéressant, mais ça je viens de l'apprendre récemment. Hein. Et donc, non, mais c'était bien que j'ai effectivement le Kauter, donc j'ai lu les choses et puis j'ai appelé et puis elle a dit oui, on s'est dit. Mais ça s'est fait comme ça, quoi. Je cherchais pas parce que je voulais pas d'un scénariste professionnel avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je voulais partir dans quelque chose qui soit pour moi une nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouveau mystère, rien de complètement, des choses un peu fragiles. Et comme elle n'avait pas cette expérience, c'était formidable pour le film d'avoir quelqu'un qui va réagir comme ça sur le ressenti. Et je l'ai laissé aller un peu avec l'histoire. Et puis son énergie et tout m'a amené comment je pourrais dire, un nouveau sang pour travailler. Pas un sang, c'est un peu trop dur, là c'est rouge. Mais c'est comme le monteur, comme avec Guéric, tout d'un coup, je rencontre des gens nouveaux pour moi, et qui ont une vision complètement différente de la mienne, et ça me permet d'aller, voilà, de provoquer un mélange chez moi, un cocktail, voilà. Et c'était bien avec Kauter, elle travaille beaucoup, rapidement, donc moi c'était un peu holiday quand même. Ah oui, elle a une pièce à écrire cette nuit d'ailleurs, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Ouais, et puis un écrivain, d'abord c'était une bonne expérience pour moi. Je crois que j'ai pas écrit avec des écrivains, non, c'est la première fois. Alors, Kauter, justement, qu'est-ce qui fait qu'on dit oui à un cinéaste sur un projet aussi dingue que d'écrire un film avec lui alors que on n'a pas encore fait de projet de cinéma?
Et pourquoi J'avais sur fait ce un sujet-là? vu beaucoup de ses films et que c'est un grand cinéaste. C'est vraiment quelqu'un de très important pour moi et dans le cinéma, je trouve. Donc j'avais dit oui, et oui avec... Mais ça s'est pas fait vraiment comme ça, donc oui, non, on s'est vu, on a discuté, on s'est dit « Ah, Ousekine ?» Je lui ai dit « Écoute, laisse-moi réfléchir, je vais voir ce que ça veut dire pour moi, Ousekine, je vais réfléchir à ce que ça pourrait être. » Et après, on s'est beaucoup vu, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur ce qu'on avait envie de faire. Et voilà, le projet s'est fait comme ça. Alors oui, c'était il y a déjà quelques années, hein, parce que on s'est vu avant le Covid, enfin, tout a été ensuite, on a beaucoup travaillé à distance. Mais pour moi, c'était, enfin, je ne l'ai pas pensé en « Ah, je rentre dans le cinéma ». Je l'ai pensé « Ah, je vais faire un film ». Enfin, je vais travailler, aider Rachid à faire un film, et je vais travailler avec Rachid Bouchareb. Et c'est ce qui, moi, m'a donné envie de faire ce projet-là. Ensuite, il y avait quelque chose qui me touchait énormément dans cette histoire de Malik et d'Abdel. Il y avait une forme d'injustice terrible, évidemment, pour les familles. Mais il y avait aussi quelque chose, une résonance politique extrêmement forte sur cette période-là, qui était les périodes, à vrai dire, d'après-guerre. En 86, on est à peine 25 ans après l'indépendance de l'Algérie, qui était... La guerre d'Algérie, hein. Je parle de la guerre d'Algérie, hein, pas de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est à peine 25 ans après l'indépendance de l'Algérie, donc on a eu tout un mouvement assez important en fait en France dans les années 70, assez fort en termes de révolte sur le territoire français. Il y a eu pas mal de violences policières, et donc c'était un sujet qui, moi, m'intéressait énormément, qui était assez en lien avec des sujets sur lesquels j'avais travaillé, la guerre d'Algérie, la façon dont la guerre d'Algérie s'était téléportée ensuite en France et se continue en fait d'exister en France année après année, quelque chose qui n'avait pas été purgé. Et je trouvais que ce film-là, en tout cas cette idée-là, résonnait avec ces sujets qui étaient les miens depuis déjà quelques livres à l'époque. Voilà. Et après, bon, il y a eu beaucoup de scénarios, beaucoup de travail, beaucoup de réflexions autour de ce que devait être le film. Et ça, c'est vraiment le talon de Rachid. Et moi, j'étais vraiment là en backstage. Il dit c'était Holiday, mais c'est pas vrai. Rachid était co-scénariste sur le film. Il a complètement mis sa patte de A à Z. Et c'est lui qui a orienté le scénario. Sauf que lui, il se souvenait d'avoir organisé des manifestations pour Malik Ousekine. Toi, tu es né cette année-là. Et donc, du coup, une fois que le film est fait, qu'il sort, tout ça, est-ce que tu peux répondre à la question initiale qui est que représente Malik Ousekine pour moi? Pour moi, est-ce que représente Malik Ousekine? Il représente un symbole d'échec d'une époque. À la fois, il dit beaucoup de choses sur la France de 1986, il dit beaucoup de choses sur l'espoir de cette époque-là, d'une espèce de pays qui se rêve, enfin on est sur touche pas à mon pote, de l'espèce de multifraternité, etc. possible, et la mort de Malik, mais aussi la mort d'Abdel, et la façon dont la mort d'Abdel Myria a été gérée ensuite, représente pour moi une forme d'échec, et qui est intéressant de travailler, d'écouter, d'appréhender, etc. Samir, tu peux nous raconter un tout petit peu comment tu es rentré en contact avec le film, et du coup ce que représente le personnage pour toi dans le film? Le personnage? Ouais. Moi, j'étais content de la sollicitation de Rachid pour le projet de nos frangins, qui était quand même une histoire qui m'a... Moi, j'étais né à l'époque, j'étais un jeune adolescent. C'est une histoire, comment dire, à la fois ancrée, à la fois loin dans la mémoire. C'est-à-dire que c'était l'assassinat de ce garçon-là. Et d'abord, j'ai été surpris quand Rachid m'a proposé de jouer le père de Ben Yahya. Donc, et déjà, je me disais, mais tout ce temps-là est passé déjà. Donc, parce que moi, c'est marrant parce que je m'identifie, c'est-à-dire que et Malik et Abdel, c'est ma génération en fait. Ils sont un peu plus jeunes, enfin un peu plus vieux, et de là me projeter pour faire le père, c'était assez étonnant en fait, parce que tout d'un coup j'ai pu comprendre ce que pouvaient ressentir ces parents-là.
Et c'est quelque chose... Le travail avec Rachid, il était passionnant parce qu'on s'est interrogé sur comment ce monsieur qui a vécu la guerre d'Algérie se retrouve ici en France, comment il gère un assassinat qui ne dit pas son nom parce qu'on ne lui dit rien. On le met de côté, on lui ment, on gagne du temps et à la fois se positionner vis-à-vis de cet État et à la fois se positionner vis-à-vis de ses autres enfants, parce que Mohamed a des frères. Et voilà, c'était être sur ce fil-là entre ce monsieur totalement malmené, complètement perdu, ne sachant pas qui croire, entre ses enfants et l'État. Et le travail, il a été... moi, il continue à me remuer un peu, mais ça a été quelque chose extrêmement fort et puis qui m'interroge encore, quoi. Peut-être qu'il te remue aussi parce que, au-delà de l'existence individuelle du personnage, ça renvoie à une génération obsédée par l'idée de l'assimilation, du fait d'être intégré mais du coup invisible dans la société française. Et donc que l'idée même de contester la parole officielle de l'État, par exemple, ne peut pas apparaître dans l'esprit de ce personnage-là qui veut à tout prix pas faire de vagues. Enfin, et ça renvoie, c'est Charles Tesson dans le dossier de presse qui dit ben, c'est marrant parce que ce rôle fait aussi penser au rôle que tu joues dans ton propre film, Ibrahim, où il y a cette même volonté voilà, que les têtes ne sortent pas du rang pour pouvoir continuer à avancer au sein de la société française. Oui, c'est à la fois... prendre totalement sa place et à la fois c'est une place complètement menacée et puis une place qui est dangereuse, quoi, qui est à risque. C'était la méfiance de la police alors qu'elle est là pour te protéger, donc, et à la fois c'est la parole officielle qui doit certainement dire la vérité, et à la fois la parole mensongère. Mais voilà ce que je peux dire. Reda, je veux bien t'interroger sur deux caractéristiques de ton personnage. Un, il s'oppose vraiment à celui de Samir, parce que lui, il est plutôt rentre-dedans, il réagit vraiment, il parle, il conteste, confère la scène où il veut à tout prix voir le corps. Et deux, il est une sorte de contrepoint des flics aussi, puisqu'en même temps, il est dans une logique d'enquête pour essayer de mieux comprendre ce qui lui a échappé de la vie de son frère, et notamment sur cette dimension d'assimilation par la conversion. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, quelle vision tu avais de ce personnage et de son positionnement sur l'échiquier du film? Moi, je suis rentré vraiment dans la vision proposée par vous, et dans ce point de vue-là qui est donné finalement à l'intimité d'une famille, qui est un point de vue qui n'a jamais été raconté. Il y avait de ce grand frère une interview qu'on trouve dans les archives de l'INA où il est complètement déboussolé, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est presque le dernier à être mis au courant de la mort de son frère, alors que les journalistes sont déjà en train d'écrire que tout ça a lieu. Et finalement, voilà, Nos frangins, ce titre-là, c'est aussi une manière de donner à ces gens, à cette famille-là, de leur accorder le point de vue de la caméra, et par extension, de pouvoir faire une forme de deuil. Et tout le film raconte un peu ça, c'est-à-dire que le deuil n'est pas possible puisque la vérité n'est pas établie. Et même il ne sera pas possible derrière puisque les assassins ne seront pas condamnés, justice ne sera pas faite. Donc c'est un deuil à la fois au sein de l'intimité et au sein aussi de toute une génération, et même de plusieurs générations. Il y a un lien aussi très fort entre la guerre d'Algérie et le comportement de la police, encore plus dans ces années-là, 86. Et mon personnage, pour revenir plus précisément à ta question, il représente justement le modèle type de l'immigré bien intégré. Il coche toutes les cases. Il est même, je crois qu'on le voit au début du film, en tout cas il regarde
je sais pas si c'est resté, pardon, moi j'ai vu le film qu'une seule fois à Cannes, il faut que je le revoie. Mais en tout cas, il était aux jeunesses du RPR. Voilà. C'est quelqu'un qui fait du business, de l'immobilier, qui sait soigner son langage, qui connaît ses droits, et qui s'occupe de son frère comme si c'était son fils, puisqu'en tant que grand frère, il a pris le relais du père qui n'est plus là, et qui veut faire de son petit frère encore plus un modèle d'intégration tel qu'on nous l'avait raconté. Et moi, j'ignorais cette histoire-là. Je trouve que c'est du coup, c'est une vérité qui apparaît à travers les images du film, et c'est aussi une plongée dans quelque chose qui ne tient pas forcément dans un article de journal ou dans une discussion au bistrot, quoi. Enfin, moi ce que je dois prendre en charge chez les personnages, c'est leur silence, c'est tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui ne rentre pas dans le code d'une psychologie, d'une mécanique qu'on pourrait mettre en place, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ça je trouve que un film peut vraiment le donner. La petite dernière pour Guéric, et après on passe la parole à la salle. Une des particularités du film, c'est le rapport à l'archive, qui est très présente. Et on imagine que ça, pour le coup, est à la fois en termes de filmage, de travailler avec le chef-op, le chef déco, etc., de mise en scène, c'est un enjeu, mais pour le monteur aussi, c'est un vrai enjeu, l'intégration de ces séquences-là. Est-ce que les choses se sont inventées au moment du montage? Est-ce que ces choses-là étaient déjà très très fortement présentes et conçues en amont? Et comment vous avez pensé cette place des archives de l'époque de ce double assassinat? Toutes ces archives existaient déjà dans le scénario. C'était déjà dans l'ossature un peu du film, pour l'ouverture du film, au cœur du film. Voilà. Ensuite, le travail du montage avançant, puisque c'est un travail de réécriture, forcément on a dû faire des choix. Parfois on a pris d'autres directions que celles du scénario. On a surtout affiné le discours politique de l'époque, qui était très présent dans le scénario, mais qu'on a un peu modifié, voilà, pour simplifier aussi. Puis pour, par exemple, la scène du congrès du RPR, où le jeune militant RPR dit on est très touché, mais il faut continuer à faire la fête. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas au scénario, Kauter. Si ça existait, pas dans ma version. Hein. Attends, moi j'ai pas lu ça, je suis désolé. Il y a eu plein de versions. Hein. Il y a eu plein de versions, bon, voilà. C'est ça. Mais le jeune homme, non, il n'y était pas. Bon, en tout cas, celle-ci, elle nous semblait assez percutante au moment où elle arrivait dans le film. Mais ce qui était intéressant dans le travail de mise en scène de Rachid, c'est qu'il y a eu les images d'archives de l'INA, donc la contextualisation, l'époque, la politique, les manifestants, mais il a aussi tourné sur certaines séquences, notamment les séquences de voltigeurs où ils vont dans les rues. Il a aussi tourné avec une caméra des années 80. Donc il y a les prises de vue réelles de fiction avec des caméras classiques de cinéma, et en double il y a cette caméra des années 80 qui donnait un petit plus aux images d'archives, parce qu'on avait des images d'archives de cette époque-là où les voltigeurs allaient dans les rues, tabassaient les gens ou en moto, mais parfois ça pouvait être imprécis pour nous en montage parce qu'on n'avait pas tout le temps ce qu'on voulait. Et en tout début de tournage, je me rappelle, ils ont commencé à tourner avec cette caméra, et c'est devenu un système pendant tout le tournage. On a eu de plus en plus de séquences avec ça, et on a construit le film avec ces vidéos aussi. Donc il y avait ce double travail, il y avait l'archive existante et l'archive de fiction, si je puis dire. Alors, c'est très proche de réflexions que se fait en ce moment Sergueï Loznitsa, notre premier invité hier, qui est en train de travailler à une fiction sur Babillard et qui veut travailler sur comment la fiction prolonge l'archive, y compris par le grain de l'image, C'est assez marrant quand j'ai lu le dossier de presse de voir que vous vous rencontrez sur cette question-là du traitement de l'archive, sa façon de la rendre plus présente, quoi. Moi, je voulais surtout aller tourner ce qui n'a pas été possible pour les télévisions à l'époque. Rentrer dans la fac de la Sorbonne pour voir tout l'intérieur, ça n'a pas été filmé. Donc dans les recherches qu'on faisait, on ne trouvait pas, on était limité. C'est un peu comme dans le film Indigène, où on va voir les archives de l'armée, il y a 3 images et c'est fini. Donc il a fallu que dans Indigène, par exemple, écrire même une partie du scénario pour dire voilà, ça va servir d'image d'archives demain, puisqu'il n'y en a pas. On ne filmait que le soldat européen. Et par rapport donc à ça, il y avait ce travail de prolonger l'archive que nous n'avons pas totalement.
Et le montage, ce qui était bien, c'est que j'ai laissé Guéric rentrer dans le film et puis de travailler à l'image. Voilà. Moi, j'aime bien de rentrer aussi dans le travail des gens pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça. J'aime bien ce recul. Et c'est ce qu'a fait Guéric au début, puisque lui montait le film pendant que je tournais. Et puis je l'ai laissé faire le montage du film. De toute façon, il y a un scénario, il met les trucs. Puis après, je l'ai laissé aller, des fois même sur des séquences, je le laissais aller, et voir comment lui aussi, il arrivait à suivre ce mariage d'ensemble, et puis s'exprimer aussi à travers son métier. Et ça a été intéressant, parce qu'il a fallu trouver le bon équilibre de tout cet ensemble, qui pour moi n'était pas toujours très clair, de dire je tourne en format film, puis après je passe à l'archive, puis je prends l'archive, que je continue avec la même caméra d'il y a 35 ans. Bon, tout ça était pas évident parce que les gens, quand ils lisaient le scénario, ils me disaient « Mais non, mais ça c'est un documentaire ». Moi je disais « Non, mais je ne peux pas expliquer plus ». Ils disaient juste pour rassurer, n'ayez pas peur, c'est pas un documentaire, on va en faire quelque chose. Mais je ne savais pas, moi. Et le travail de Guéric, il a été vraiment intéressant. De le laisser aller pour voir s'il va dans le mur ou pas. Mais il n'est pas allé dans le mur, donc c'était bien. Ouf. Je peux rajouter un truc ou pas? Vas-y, je t'en J'ai prie. une petite anecdote rigolote. Allez, vas-y. Non, je me défends pas parce qu'il y a un truc très drôle. C'est quand j'ai rencontré Rachid, donc c'est la première fois qu'on travaille ensemble, avec beaucoup d'honneur et de plaisir pour moi. Et donc j'étais en plein montage d'un autre film et il vient avec le directeur de post-prod, Cédric Etoiti, il me rencontre, on parle, et puis bon, je sors un peu la tiraille là, du monteur qui est aussi engagé, je parle avec lui, le scénario, super. Moi, Ousekine, depuis que je suis gamin, j'entends parler, j'ai envie de défendre ça. Et tout se passe bien, puis en partant, il me serre la main, il me dit, puis de toute façon, Guéric, si on s'entend pas, c'est pas grave, on arrête là. Et puis en gros, il dit, si ça se passe pas bien, on change de monteur. Donc quand j'ai commencé à recevoir les tonnes d'archives, les images vidéo, effectivement, il laisse beaucoup travailler tout seul, mais c'est très intéressant, mais c'est un peu pressurisant. Bon, il m'a pas viré, hein. Ouf. Allez, qui pose la première question ou la première réaction? Ouais. Je vais commencer au deuxième rang, mais je vous rejoins après. Je ne sais pas si les parents de ces deux jeunes assassinés sont toujours vivants, les frères, les sœurs, les petits-enfants éventuellement. Est-ce que vous avez pris contact avec les familles de ces deux victimes? On a eu des conversations, on a eu 2 conversations avec la sœur de Malik Ousekine, Sarah, qui nous a dit donc des choses comme la conversion, on voulait être sûr, parce que les informations même écrites dans les articles de l'époque, on n'était pas sûr. Et donc elle a pu nous confirmer des choses, on a pu échanger avec elle. Et puis la seconde famille, c'était la famille d'Abdel, c'était un peu compliqué. J'ai vu le frère, mais le frère qui joue dans le film, ben, lui là, voilà. Je l'ai vu et donc on a parlé et tout, mais bon voilà, c'était très 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 compliqué pour lui. Pas compliqué, mais c'était d'abord douloureux. Deuxièmement, il ne se rappelait pas vraiment de presque tout. Il y avait des morceaux, mais c'était intéressant pour moi de les rencontrer, que ce soit pendant le Covid, la sœur de la famille de Sarah Ousekine et Kader de la famille Ben Yahya. Donc pour ça, c'était intéressant de voir les gens physiquement, de sentir, et puis de juste ce contact, même à travers le silence, même à travers des morceaux d'histoire. Voilà, j'ai pu sentir avec qui j'étais et dans quel type de famille j'étais, qui ressemblait complètement à la mienne, parce que leur famille elle est à peu près de la même région que celle de mes parents. On a habité au même endroit, je crois même que j'ai dû les rencontrer dans mon enfance, dans les réunions comme ça, de plein de familles, de mariages et de choses comme ça. Voilà, j'ai eu l'impression de retrouver ça, de retrouver des rencontres de famille à famille de la communauté algérienne dans le nord de Paris. Voilà, dans les années 70 et 80. Bonsoir, et merci pour ce film. Une réaction et une question. Une réaction, Rachid Bouchareb, vous êtes de la génération de mon père, une génération de lutte des années 80, la marche des beurs, l'Algérie présente. Kauter Adimi, vous êtes plutôt de ma génération. J'ai lu certains de vos travaux, notamment sur Kateb. L'Algérie est aussi très présente.
En revanche, dans le film, alors pour moi c'est une évidence, mais je trouve que c'est plus subtil, on la sent pas trop l'Algérie, alors que je m'imagine des années 80 où pour moi c'est une évidence que les ratonnades, que la police est raciste et que la police est vraiment envers les Algériens. Je le sens un peu moins, enfin je le sens de manière très subtile dans le film, c'est une petite réaction et une question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous vouliez faire avec le personnage du policier de l'inspection, parce que lui, on voit un personnage qui est quand même très présent et un personnage qui est tiraillé un petit peu, et à travers ces tiraillements, on humanise aussi cette police de l'époque, et je me demandais voilà, quelles étaient les réflexions derrière ce personnage. À deux. Je pense que c'était assez important pour Rachid, je parle pas pour toi, tu pourras compléter, de ne pas faire un film sans nuance, justement. Et que c'était intéressant d'avoir ce personnage d'inspecteur sur lequel on s'est beaucoup posé, sur lequel on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup questionné nous-mêmes, qu'est-ce qu'on en faisait, et pas avoir quelqu'un qui était justement totalement raciste, etc., mais plutôt un gars qui pouvait être un gars bien, un gars normal, un gars lambda au final, à qui ses supérieurs donnaient des ordres qui au début étaient des ordres sur lesquels il n'était pas complètement d'accord, mais il n'était pas si mal à l'aise, puis qui petit à petit devient quelque chose d'assez lourd à porter. Et je trouve que Raphaël Personnaz incarne magnifiquement ce personnage avec toute une gestuelle et toute une posture. Enfin, moi j'ai été extrêmement impressionnée par son jeu. Je vois les deux autres rigoler, mais c'est vrai. Et en tout cas, non, mais blague à part, mais cette idée de nuance, vous avez raison de la noter, mais pour moi, on parlait pas du tout de ça, hein, pardon. Non, je sais. Il ne faut pas les mettre ensemble, on savait. Non, mais en vrai, moi, cette idée de nuance, on s'est dit plusieurs fois, attention, c'est oui, la ratonnade, enfin on sait le nombre de crimes qu'il y a eu contre des Algériens dans les années 70, ça a été documenté, sans doute pas assez documenté, mais on s'est beaucoup posé cette question-là. Je me souviens qu'au début du scénario, on s'était dit, mais est-ce qu'on fait un lien avec Octobre 61 ? Puis finalement, on a abandonné cette idée-là, on allait sur quelque chose de plus resserré sur le film, sur l'époque, etc. Mais alors, à titre personnel, je trouve que l'histoire de Malik, mais aussi l'histoire d'Abdel, elles sont si fortes parce qu'elles disent deux histoires de l'immigration et deux histoires de la police et de la manière dont les deux histoires sont gérées. J'avais l'impression que ça suffisait déjà à dire plein de choses sur l'époque et qu'on n'avait peut-être pas besoin d'aller encore plus loin. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Et puis même quand on a fait des recherches, on n'a pas pu accéder du tout à ce qu'a fait la police à ce moment-là. Je crois que même il n'y a pas des dossiers qui sont bloqués jusqu'en 2000. Bloqués, ouais, voilà, qu'on n'a pas pu avoir. Mais de ce que j'avais ressenti, moi, de l'époque, c'est que tous les ministres qui dirigeaient la sécurité, Pasqua, toute la clique, tout ça, tout ce qu'il y avait, on sentait que, bon, la police, elle était utilisée pour aller un peu matraquer un peu plus et puis faire toutes ces bavures, quoi. Il y avait un soutien à l'époque très très fort. Mais je voulais croire dans mon film qu'il y a au moins un type là-dedans qui est tout d'un coup un peu perturbé parce qu'il est en train de vivre, quoi. Je me dis, mais moi, si j'étais flic et qu'on m'envoie gérer deux affaires dans la même nuit de deux gosses de 20 ans, je me dis, mais bon, voilà, est-ce qu'on peut être à un moment ému ou pas de ça? Bon, voilà, moi j'ai préféré prendre cette option de cette complication pour ce type, de pouvoir gérer les mensonges comme ça et de pouvoir tenir une famille pendant 3 jours d'une façon aussi violente pour ses familles, pour le père, comme pour le frère, quoi. Donc voilà, j'ai plutôt opté pour, allez, on va essayer de prendre quelqu'un qui aurait peut-être encore quelque chose à l'intérieur de... Voilà. Sachant que c'est le personnage le plus fictionnel du film, parce que ce personnage-là, qui crée le lien entre les deux histoires, pour le coup, a priori, il n'a pas existé. On ne pense pas que quelqu'un, à un moment, a eu en responsabilité... Moi, je pense qu'il y a eu 1, 2, 3 personnes, en tout cas une équipe, qui a eu la responsabilité, parce que quand on décide que pendant 3 jours, on ne va pas parler d'un corps, c'est qu'il y a une gestion globale des 2 morts de la nuit. Donc s'il y a une gestion globale, il y a forcément la police des polices qui se retrouve à gérer les 2, forcément les 2 affaires se retrouvent, puisqu'on leur donne l'ordre d'en planquer un sur les 2. Forcément, il y a une même équipe. Il était seul, ils étaient 2, ils étaient 3. Je ne sais pas, la seule image que j'ai pu trouver une fois, c'était de voir sortir de la rue Monsieur le Prince 2 flics en civil dans la matinée, de l'IGS, je crois même, j'en suis pas sûr. J'ai trouvé une petite image comme ça. Mais c'est sûr que ça a été géré dans la nuit
une même équipe, forcément, qui devait rapporter à la hiérarchie, qui disait, bon, on plante pendant 72 heures, on verra après. Merci infiniment pour ce film, et aux acteurs aussi. Rachid Bouchara, j'aimerais vous demander si vous avez vu le film réalisé donc par Samir Ghasmi, le fils, que j'ai beaucoup aimé, et je me demandais si votre choix de l'acteur dans votre film, de ce père, a été influencé par le film. Première question. La deuxième question, vous avez choisi la musique de la chanson de Ward el-Jazairiya, une chanson d'amour, Between Speak, je ne sais pas comment je vais la traduire, peut-être que notre chère écrivaine vous traduira mieux que moi. Ce choix m'a personnellement un peu étonnée, et je voudrais vous demander pourquoi ce choix. Et merci à, je n'ai pas son nom, celui qui est à la morgue, et qui a des poésies superbes pour accompagner ses morts. Et je regrette de ne pas le voir sur scène, et je voudrais lui dire qu'il a été merveilleux dans ce film, et vous avez fait vraiment un très très bon choix de tous ces acteurs. Merci à vous tous. Merci. Bon, alors Samir Ghasmi, on avait déjà travaillé ensemble il y a longtemps. J'ai vu son film, bien sûr, parce que je suis allé voir le film, mais c'est pas ça qui me décide, moi. Au contraire, donc je savais qu'il y avait ça. Il a joué un père, mais bon, il va en jouer d'autres. Pas que ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la trajectoire d'un acteur, ça lui arrivera peut-être ou peut-être pas. C'est pas comme ça que j'ai fait ça, je l'ai vu, on a parlé ensemble, et puis ça m'a suffi pour dire, bon bah voilà, aujourd'hui on se voit, t'as 35 ans, mais dans le film tu vas en avoir 60. Donc il y avait tout ce travail de... Et puis il y a plein de choses qu'il n'y a pas là dans le film, c'est que lui, il était un fan peut-être de Warda dans le film. Et on a plusieurs scènes où il chante des chansons, tu vois, tout ce qu'on a fait chez toi et tout, donc c'était pas... Il est réduit un peu à se dire peut-être qu'il serait proche de ce qu'il avait fait, mais forcément dans un film il y a des scènes qui doivent disparaître, mais il a toute une partie, je dirais, entre guillemets, d'amoureux de cette chanteuse, et de... Voilà, pour ça. Et l'autre question, c'est quoi? Il y en a une autre? Non. C'est tout? Ah, sur l'acteur de la morgue. Ah oui, oui. Alors lui, c'est Navier, Wanville. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec un acteur qui s'appelle Sotigui Kouyaté, un acteur burkinabé avec qui j'ai fait 2 films. Sénégal. Voilà, et London River. Bon, il est décédé et il n'est plus avec nous. Et donc, il m'a habitué, ce monsieur, cet acteur, et puis moi aussi dans mon cinéma, à essayer d'aller chercher ce qu'il était dans la réalité, ce Tigui, un conteur, un griot, et toujours quelqu'un qui n'est pas dans la réalité. Et ça influence à chaque fois tous mes films que je fais depuis que j'ai travaillé avec lui sur tout long métrage, de donner une part comme ça à un personnage. J'essaie à chaque fois de le rentrer dans mes projets. Donc là, j'ai trouvé l'endroit de rentrer, je dirais, Sotigui Kouyaté, mais un nouveau Sotigui, quand je dis ça, avec un acteur formidable qui est donc Nabilé. Et ça me permet de me sortir un peu de l'histoire et de partir dans quelque chose d'irréel. Pas, mais je me suis dit, bon, la mort, on l'a tellement vu au cinéma que comment essayer de donner à cet espace quelque chose d'original. Et lui me permettait de pouvoir raconter encore la morgue qu'on voit tellement au cinéma, surtout dans les séries télé, que je regarde aussi. Hein. Voilà. Une autre question? Et puis, je voudrais juste ajouter un truc sur ce personnage. Moi, je trouve c'est vraiment... j'avais trouvé, quand Rachid avait commencé à penser ce personnage, que c'était... Ce qui était vraiment très intéressant, c'est qu'il joue un peu le rôle de passeur entre les vivants et les morts. Il est celui qui veille sur les morts en attendant qu'ils soient récupérés par les familles, mais il est en quelque sorte celui aussi qui va les aider à passer de l'autre côté. Et je trouvais que ça apportait toute une dimension assez onirique, assez... Enfin, pleine de joliesse. Alors l'idée n'était pas d'esthétiser la mort, mais plutôt d'avoir
comme un protecteur de ces deux garçons qui n'avaient pas été protégés par les forces de l'ordre, par la ville, par le pays dans lequel ils étaient. Par ailleurs, c'est le premier à dire et à mettre en opposition les deux victimes, puisqu'il y a celui qui a un nom et celui qui n'en a pas. Or, dans la mémoire collective, il y en a un qui a un nom très identifié, l'autre qui n'en a pas parce qu'on l'a oublié. Ce matin, j'ai parlé à mes élèves de cette séance parce que je ne savais pas que c'était encore complet. Quand j'ai cité le nom de Malik Oussekine, ils ont 21 ans. Hein. Il y a 5 personnes qui m'ont fait « Ah ouais !» Parce que ce nom continue à se transmettre. Peut-être que c'est aussi lié à la série récente, mais j'étais vraiment impressionné du fait que je leur ai parlé du film sur Jackson Pollock, ils ne voyaient pas qui c'était, alors que Malik Oussekine, le nom est devenu un emblème, quoi. Et je rebondis quand même sur cette question-là, de celui qu'on connaît, celui qu'on ne connaît pas. Au début du film, il y a une espèce de confusion, on ne sait pas trop qui apparaît, y compris parce qu'on vient voir un film sur Malik Oussekine, a priori, c'est celui qui est très identifié. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé à cette confusion tout à fait maîtrisée sur l'identité du corps? Parce qu'au début, à la fin du scénario, avant de tourner le film, je me suis dit, je ne peux pas partir comme ça avec le film, donc j'avais envie d'éclater tout le début du film et de tout mélanger pour que le spectateur, ils ne savent pas qui est le père de qui, est-ce qu'ils sont de la même famille, qui est quoi. Bon, je trouvais que c'était intéressant puisque c'est pas ça qui est important dans l'histoire, de pouvoir clarifier tout ça. Bon, je voulais une confusion, donc j'avais dit un Kauter, bon, bah, tout le début, j'ai changé ça et tout. J'ai montré quelque chose qui se mélange et tout, et le montage va venir aussi un peu bousculer et aller dans cette idée. Même s'il y avait un peu de résistance au départ, pour ceux qui avaient relu la version, qui disaient « Ouais, mais est-ce que c'est sûr que... » J'ai dit « Bon, on essaye. Le spectateur, il est capable, pendant une demi-heure, de dire « Je comprends rien. » Non, mais c'est vrai. Moi, je vois des trucs, je comprends rien. Des trucs proposés, des séries ou des films, je vois des trucs, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est vrai, et puis après, bon, on se remet sur nos pieds, quoi. On s'est planté sur la route, et puis après, bon, on va bien trouver le chemin à un moment. Et donc, je me suis dit, le spectateur, il est capable d'accepter 30 minutes ou 25, moi, je sais pas, la durée. On est parti sur 15, bon, voilà. Il dit 10 minutes, il t'accepte. Ouais, parce que 10, ça passe mieux. Mais, et puis donc, finalement, les spectateurs, ils sont là, vous n'avez pas été... trop bousculé avec ils n'ont pas l'air complètement traumatisés, non. Voilà, donc j'aimais bien cette idée de ne pas dire tout de suite, voilà, lui c'est Malik, il y a un deuxième garçon qui s'appelle là, lui il est tué là, lui il a ça dans les 3 premières minutes, et puis après je fais quoi? Bon, ok, ça avance, mais je préfère avancer comme ça, voilà, pardon. Bah, de rien. Il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, et ça je pense que c'est pour Reda, je t'ai entendu à la radio, c'est pour ça. Non, qui est la dimension miroir de notre temps, parce que c'est pas que un film historique, c'est aussi... un film qui parle des violences policières au présent et qui, d'une certaine façon, est le reflet de ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes et d'autres. Moi, ça m'intéresserait de savoir, du point de vue de vous, acteurs aussi, voilà, comment ce film vous a paru nécessaire aujourd'hui et parler de notre époque aujourd'hui et pas seulement des milliers des années 80. Bah, la réponse, elle est un peu dans ta question. Oui, je sais. Je peux développer un peu ta réponse, mais voilà, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Nous, avec Rachid, on s'était dit qu'on avait envie de tourner ensemble depuis quelques années déjà. Et puis, quand j'ai reçu ce scénario, c'était peu après la mort de George Floyd, où tout d'un coup, ça réveillait à nouveau aussi le combat de la sœur d'Adama Traoré. Et il y a, voilà, enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin le point commun entre toutes ces histoires, qui est l'impunité des assassins et le rapport extrêmement complexé, explosif aussi de l'État français avec les violences policières, qu'elles soient racistes comme là, ou effectivement dans les histoires dans les manifs des Gilets jaunes et tout ça, et que la paix sociale sans justice, c'est compliqué. Mais voilà, après, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il traite ça et sans prendre des gants, sans chercher à enjoliver les choses ou à les esthétiser.
il traite ça et en même temps sur le mode de l'intimité d'une famille. Voilà, on n'est pas dans un film qui cherche justement à développer un discours et à asséner quelque chose au spectateur sur le mode de la conviction ou d'un langage militant. Après, libre à chacun de se faire son idée, mais les faits sont là et il y a la rencontre peut-être avec des gens. C'est aussi, moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le fait de faire des films, c'est ce sentiment d'avoir rencontré des gens, même si c'est une famille d'origine algérienne dans les années 80 qui vient de perdre un frère, un enfant, et pour un autre, son fils, enfin voilà. Et à travers Abdel, puisque Malikou Sekine, beaucoup, comme tu le disais, c'est devenu un symbole, beaucoup de gens, même des tout jeunes, le connaissent aujourd'hui et tout, mais à travers Abdel, on ouvre aussi sur tous les anonymes, et ils sont nombreux, extrêmement nombreux. Donc il y a un vrai travail, et c'est un travail, je pense, à faire dans notre société pour aller vers justement une histoire qui est écrite et qui permet d'avancer tous ensemble. Rachid, tu voulais ajouter quelque chose sur cette dimension politique et sur le reflet du présent? Oui, parce que le reflet du présent, c'est les archives qui peuvent le donner. Il faut que tu fasses encore un pas avant Ouais, que tu pourras c'est apparaître dans la les lumière. archives, Dans le micro, c'est mieux, mais la lumière, c'est pas mieux. Ah C'est ouais. encore un pas. Et voilà, on y est. Ouais, mais ça, c'est à cause des tournages. Moi, je suis toujours Ouais, là. oui, Le oui, chef c'est op, ça. il ne veut pas m'éclairer. Donc, bon. Et donc, c'est les archives qui montraient que l'actualité, que le film est d'actualité. Hein. C'était ça qui est incroyable, parce que tous les, tu te rappelles, à chaque fois on disait, mais ça on l'a déjà entendu la semaine dernière sur BFM. Ce que disait tel ministre, ah non mais tel ministre, tel truc, il disait des trucs, tu dis, mais attends, t'es sûr que c'est pas Darmanin? Et donc c'était ça qui était plus, effectivement, cette violence, les brigades motorisées. Moi je sortais du montage, je croisais 20 motos qui passaient, bon alors des grosses bécanes, c'est un peu mieux, les fringues et tout, on est dans... Hein, ça s'est un peu enrichi avec tout ça, ça a grossi. Mais on était entre ce qui se passe dans la rue et ce qu'on voyait dans ces archives. Donc en 35 ans, qu'est-ce qui a passé? On a fait un tour comme ça, et hop, on revient à des choses qu'on revit encore. Je ne sais pas quand est-ce que ce cercle va être rompu, quoi. Quand est-ce qu'il y aura un vrai changement, mais voilà. Les archives disaient exactement, même avec le texte, ce qu'on entendait la semaine précédente et ce qu'on va entendre dans 15 jours. Probablement. Je n'avais pas tant une question qu'une remarque. À Reda Kateb, dans notre jeu d'acteur, je suis un peu stressée. Quand Malik veut faire cette conversion, on apprend qu'il n'est pas juste question de conversion, mais de devenir prêtre. Ce qui est un prêtre, c'est un père. Et on se souvient qu'ils ont perdu leur père il y a longtemps et que vous jouez un peu le rôle de ce père. Et alors moi, dans le film, j'ai eu le sentiment que vous étiez comme ça dans une recherche de compréhension, de sens. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce frère-là, il ait pu ressentir une trahison enfin voilà, qu'est-ce que lui a pensé dans cette situation-là? Du coup, il y avait une question. Oui. Et je vais essayer d'y répondre. Mais on s'en est pas mal parlé avec Rachid et aussi avec l'acteur, du coup, le prêtre qui jouait le prêtre, puisque c'était réellement le prêtre de l'église dans laquelle on tournait, avec lequel on s'est rencontrés en amont du tournage, avec lequel on a beaucoup échangé. On avait été reçus dans son bureau, vraiment, avec tous les vitraux. Enfin, c'était un lieu qui déjà imposait une manière de parler. Il y avait quelque chose, Rachid à moi et moi, assis sur des petites chaises en face de ce prêtre, qui était quelqu'un vraiment de très humain et de très solaire, et qui se posait pas du tout de questions par rapport au fait de jouer ce personnage dans ce film, qui s'est lui-même renseigné sur cette histoire.
Et on voulait surtout pas qu'il y ait cette chose de donc il était dans la religion catholique, il a traduit, il a trahi ses origines musulmanes, etc. On voulait surtout pas rentrer là-dedans. Le drame pour le grand frère, en tout cas, ce qu'on a décidé de se raconter comme histoire ensemble, c'est la part la plus intime de Malik. Elle lui était interdite à son grand frère, alors qu'il pensait tout partager avec lui, être effectivement comme un père de substitution et un grand frère à la fois. Ne pas avoir eu la confiance de Malik à ce moment-là, que Malik n'ait pas eu la confiance de partager ça avec lui, je pense que c'était une tragédie pour lui, en plus de cette tragédie qu'il est en train de vivre. C'est ce qu'on s'est raconté pour le raconter, pour pouvoir le jouer. La spiritualité, enfin voilà, c'était vraiment très intéressant et très fort de jouer avec ce vrai prêtre qui avait un vrai regard. Il nous racontait comment il était avec les personnes qui venaient le voir, mais il n'y avait pas du tout de prosélytisme chez lui et pas du tout de rapport à sa propre religion dans le premier échange. C'était plus quelqu'un d'une autre spiritualité et qui venait mettre ça au service de l'histoire de Malik et de sa famille. Et c'est un personnage, enfin du coup c'est quelqu'un qui a vraiment existé, le père Jobert, et il en reste encore quelques traces aujourd'hui qui nous ont aidé à écrire. Oui, le prêtre. Et du coup le prêtre avec lequel on a joué à Bordeaux avait vraiment connu le père Jobert. Voilà. Le père des Jobert, d'ailleurs, pardon. Des Jobert. Petite dernière pour Samir, parce qu'il a été très sage. Ouais, parce que Rachid raconte que dans ce film-là, la particularité, c'est qu'il fallait te demander de bouger le moins possible. Et que du coup, il fallait travailler sur un visage beaucoup moins expressif, beaucoup plus en retenue. Tu as ce souvenir là du tournage? Enfin, comment est-ce que tu as pensé le jeu pour ce personnage-là? On pense pas comme ça en fait. Oui. On essaye de c'est franchement la dernière chose. On l'évoque même jamais, quoi, la manière dont on va jouer, je sais pas. Non, c'était juste comment. C'est quoi un monsieur qui vient de perdre son fils? Enfin, c'est injouable, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que on essaye d'être tout petit avec ça, c'est-à-dire que on va au plus simple en fait. On va au plus simple, on va c'est le travail de l'effacement, c'est-à-dire comment. Alors il y a 100 milliards d'acteurs, il y a 100 milliards de manières de jouer, et puis mais ça reste mystérieux comment le travail d'un acteur finalement, comment on arrive à quelque chose, qu'est-ce qu'on cherche, et c'est juste de l'instant T en fait. Avec Rachid, c'était comme c'est comme de la musique, quoi. C'est-à-dire que on cherche la note ensemble, on ne sait pas, et hop, c'est juste et hop, on avance comme ça. Après, c'est pour ça qu'il y avait Warda. Oui, c'est ça. Oui, c'était très bon. Et moi, j'ai appréhendé le personnage, si je peux dire, parce que même dire un personnage, alors que c'est un monsieur qui a existé, il y avait beaucoup de. Moi, j'y suis allé avec beaucoup de, comment dire. Moi, je lui ai rendu hommage en fait. Je lui ai présenté mes condoléances en incarnant le rôle. C'est la moindre, enfin, c'est la toute petite chose que je pouvais faire. C'était pas imaginer ce qu'il avait pu vivre parce que on n'y arrive pas, mais juste se dire. Voilà, se laisser trimballer par les autres, notamment par la police, son fils, être un réceptacle d'une infinie tristesse, quand même. On ne peut pas finir sur ce mot, mais on va finir sur un truc plus Il ne fallait pas me demander. Ouais. Est-ce qu'eux, ils ont déjà vu le film? Vous savez s'ils ont vu le film? Les familles de victimes? Rachid?
j'avais proposé de montrer le film à la famille Ben Yahya, mais quand j'ai eu le frère aîné, il m'a dit mais on sait, on en a parlé, il y a des gens qu'on connaît qui l'ont vu. Et après, quand j'ai proposé de le projeter, ben, ils m'ont jamais donné de date encore. Bon, on va voir avec toute la famille, on va se réunir. J'ai dit, je vous fais une projection seule dans une salle, mais j'ai pas de retour de ça. Ouais, c'est trop difficile déjà. Réunir tout le monde pour reparler de tout ça, revoir le film. Non, c'est pour l'instant non. Il y a eu une distance, mais très chaleureux. Toujours les échanges, toujours chaleureux. Il y a quelque chose de voilà. On a déjà dépassé des étapes quand on se parle et on se connaît pas. On a déjà gagné beaucoup. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. À chaque fois, on se connaît déjà depuis un moment. Et voilà. Non, mais bon, bah, ça filtre, ça passe. Peut-être ils ont envie de dire. Je sais pas. Moi, j'attends qu'ils me disent quand est-ce que je prends le Béliès pour eux seuls. Mais il est offert, avec l'accord de la maire adjointe à la culture et la vice-présidente à la culture reste ensemble. Le Béliès sera offert pour les deux familles. Eh ben, très bien. Bon, et nous, on ne se connaissait pas non plus, mais je pense qu'il y a une carte réabonnement pour Rachid Bouchareb et toute l'équipe, alors que Reda vient présenter ce soir son 10e film au Béliès. Merci beaucoup à tous les cinq. Avec les belles filles, ça vient. Merci à demain pour la suite du 10e festival de Montreuil.